Le Togo s'approche de sa grande saison pluvieuse. Elle s'étend de mai à octobre 2025, selon les prévisions de l'Agence nationale de la météorologie ANAMET. Ces dernières années, les saisons pluvieuses s'accompagnent toujours de sinistres à l'intérieur du pays et aussi dans le Grand Lomé. Pour venir en aide aux sinistrés, 3 communes togolaises avaient profité de la 28e conférence des parties COP pour conclure un accord d'assurance paramétrique avec AXA Climate. Selon les clauses de l'accord, chaque commune devra contribuer à hauteur de 20% du coût total de la prime annuelle pour garantir l'accès aux produits de l'assurance. Cette assurance constitue une avancée pour la protection des collectivités locales contre les risques climatiques au Togo. Dans les détails, cette assurance de AXA Climate couvrira toutes les populations des 3 communes signataires de cet accord. Un effectif évalué à plus de 700 000 habitants est localisé dans le Cloto 1, Golfe 1 et Golfe 7. Par rapport aux réalités des communes, certaines peuvent se faire déclencher des couvertures allant jusqu'à 50 millions de francs CFA. Pour avoir accès à ces fonds, une banque locale a été désignée pour assurer le décaissement. L'Office togolais des recettes OTR a collecté en 2024 un montant de 2,75 milliards de francs CFA au titre de la taxe sur les véhicules à moteur TVM. Ce montant dépasse de 25% les prévisions initiales qui s'élevaient à 2,19 milliards de francs CFA. Ce chiffre récemment publié par la Direction générale du budget et des finances représente une hausse de 14,23% par rapport aux recettes de 2023 qui étaient de 2,41 milliards de francs CFA. Selon l'Office togolais des recettes, cette performance est le résultat d'une meilleure organisation fiscale. Dans les détails, le calendrier de paiement a été strictement respecté cette année et les contrôles sur le terrain ont été intensifiés. Ces mesures ont incité les contribuables à s'acquitter de leurs taxes avant l'échéance fixée au 31 mars. L'administration fiscale souligne également l'impact positif de la dématérialisation du paiement via une application mobile. Cet outil, conçu pour faciliter les démarches, a permis aux automobilistes de régler leurs taxes sans se déplacer, ce qui a favorisé une meilleure adhésion des usagers. Instaurée en janvier 2019, la TVM vise à financer l'entretien du réseau routier togolais. Les sommes récoltées sont transférées à la Société autonome de financement de l'entretien routier qui est chargée de leur gestion. Le montant à payer varie entre 5 000 et 40 000 francs CFA selon la catégorie du véhicule. Les véhicules concernés par la TVM sont les motos de 125 cm3 et plus, les tricycles, les voitures utilitaires, les autobus, les camions et les autres poids lourds immatriculés au Togo. Au Togo, l'accès à l'eau potable est devenu un enjeu crucial pour le développement durable. Le pays a enregistré une légère progression à la clôture de l'année 2024 avec un taux de couverture de 70% contre 69% en 2023. Pour l'année 2025, le taux de desserte en milieu rural devrait atteindre 79% contre 76,51% l'année précédente. En milieu semi-urbain, il devrait passer de 60% à 63%, tandis qu'en zone urbaine, la couverture progresserait de 72% à 79%. Pour soutenir ces avancées, plusieurs projets ont été lancés simultanément à travers le pays, parmi lesquels le projet PASCO et plus récemment le PACHMUT visant à renforcer le réseau de distribution, réhabiliter les infrastructures existantes et en construire de nouvelles. À ces projets de construction de forages et d'installation de postes d'eau autonomes dans les régions de la Kara et des Savanes s'ajoute la mise en place de 388 forages avec des pompes à motricité humaine qui permettront non seulement de répondre aux besoins en eau des populations, mais aussi de renforcer leur autonomie en matière de gestion des ressources hydriques. L'installation de 205 postes d'eau autonomes de 4 milliards de francs CFA viendra compléter ces efforts en garantissant un approvisionnement régulier et durable en eau. En outre, ces initiatives devraient avoir un impact significatif sur les conditions de vie des habitants en réduisant les distances parcourues pour se procurer de l'eau et en minimisant les risques de maladies liées à l'eau non potable.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a récemment condamné 6 violations graves des droits des enfants en temps de guerre. Ces violations mettent en lumière l'ampleur terrifiante des exactions commises à l'endroit des enfants. En effet, selon l'ONU, lors des conflits armés, les enfants sont les premières cibles et sont souvent victimes de meurtres, de mutilations, d'enrôlements forcés, de violations sexuelles, voire d'enlèvements. Ces enfants sont très souvent contraints à devenir des combattants, des cuisiniers, des messagers, des espions et sont parfois exploités sexuellement. Selon l'ONU, dans certains conflits, les écoles et les hôpitaux sont eux aussi des cibles directes. Ces attaques mettent non seulement la vie des enfants en danger, mais également compromettent leur accès à l'éducation et aux soins de santé. Conséquence, destruction des hôpitaux qui réduisent l'accès aux soins de base et aux traitements médicaux essentiels, destruction du bien-être des jeunes générations qui traînent des séquelles physiques et psychologiques à long terme. D'après l'ONU, l'une des principales causes est le non-respect flagrant du droit humanitaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU rappelle ainsi que toutes les parties impliquées dans les conflits ont obligation de protéger les civils et en particulier les enfants. Le Togo devra mobiliser près de 14 milliards de dollars. Ceci équivaut à 8 320 milliards de francs CFA d'ici 2050 pour faire face aux effets du changement climatique, selon un rapport récent de la Banque mondiale. Environ 40% des fonds devront être consacrés à l'adaptation, à savoir la protection des côtes, l'agriculture, la santé, la gestion de l'eau. 60% de cette somme sera consacrée à l'atténuation des effets du changement climatique. Le rapport alerte sur les risques majeurs qui pèsent sur le pays, comme l'inondation, la sécheresse, l'élévation du niveau de la mer. Ces menaces compromettent la croissance, la sécurité alimentaire et la stabilité sociale. Pour combler le besoin de financement, la Banque mondiale recommande de mobiliser le secteur privé à travers des mécanismes innovants, obligations vertes, garanties climatiques, partenariats publics-privés. Le secteur agricole, qui contribue à 40% du PIB et fait vivre 70% des personnes pauvres, est particulièrement vulnérable. Sans action, la production pourrait chuter de 12% dans les 25 prochaines années. Le Togo s'est engagé sur cette voie avec l'adoption d'un cadre de financement durable et une loi climat posant les bases d'une stratégie nationale plus résiliente et inclusive. Au Gabon, les électeurs ont été appelés aux urnes pour choisir un nouveau président, moins de 2 ans après le renversement d'Ali Bongo. Ce scrutin présidentiel se déroule sous la transition militaire menée par le général Brice Oligui Nguema, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2023. C'était important pour moi parce que ce vote est une forme de libération. C'est une forme de libération pour moi. Et au-dessus de mes 58 ans, lorsque je viens voter, je suis très content. Et les choses se passent très bien. Les élections ont eu lieu samedi dans plus de 3000 bureaux avec près de 920 000 électeurs inscrits. 8 candidats en lice, mais un favori incontestable dans cette campagne écourtée à 13 jours, le général Oligui Nguema. Mes attentes sont claires. J'attends l'amélioration de nos conditions de vie. J'attends qu'on prenne en main notre jeunesse. J'attends que notre système professionnel soit amélioré. Alain-Claude Billy-Binzé, ex-premier ministre, se présente comme alternative alors que 6 autres candidats peinent à se faire entendre. L'enjeu reste la capacité du futur président à rompre avec l'ancien régime. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la guerre ne tue pas seulement par les armes. Ces 2 derniers mois, des milliers d'enfants ont été victimes de viols, selon l'UNICEF. Sur près de 10 000 cas recensés en janvier et février, 35 à 45% concernent des mineurs, soit un enfant violé toutes les 30 minutes. Le conflit s'est intensifié en janvier durant la bataille de Goma, où les rebelles du M23 ont lancé une vaste offensive et pris le contrôle de la ville stratégique du Nord Kivu. Les combats ont fait près de 3000 morts et contraint plus de 7 millions de personnes à fuir.
Malgré l'urgence, les financements manquent et des centaines de milliers d'enfants sont sans protection. Les structures médicales sont submergées. Alors que les enfants paient le prix fort d'une guerre qui n'en finit pas, les experts de l'ONU confirment 4000 soldats rwandais soutiennent le M23. La violence sexiste continue de déstabiliser l'Afrique du Sud. À Pretoria, une nouvelle manifestation a eu lieu vendredi dans le cadre d'un tollé national, le viol présumé d'une fillette de 7 ans. Cette tragédie s'ajoute à une série d'agressions sur mineurs. Elle a déclenché un vaste mouvement de protestation. Les Sud-Africains exigent des mesures immédiates contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Nos sœurs et nos femmes méritent mieux. Trop d'histoires de blessures circulent et nos dirigeants doivent reconnaître que c'est un désastre national. Une fois ce problème admis, nous nous sentirons plus en sécurité. Nous pourrons chercher des solutions pour un avenir meilleur et plus sûr. Les chiffres sont accablants. En 2023, près de 12 000 viols ont été signalés, principalement à domicile, mais aussi dans les écoles et les boîtes de nuit. Malgré ces manifestations répétées, les autorités restent critiquées pour leur lenteur à agir. En tant qu'association, en tant qu'activiste, en tant qu'homme, nous devons être les premiers à nous attaquer à cette situation, à cette crise. Les auteurs de ces violences sont majoritairement des hommes, alors nous avons une responsabilité. Nous disons que c'est à nous de changer les mentalités. Nous ne devons pas protéger ceux qui perpétuent la violence et toutes ces idées misogynes et sexistes. Malgré un léger recul des viols l'an passé, les agressions sexuelles augmentent dans le pays. Les autorités de leur côté ont annoncé la création d'une commission afin d'étudier les causes profondes de cette violence. Cinéwax et la Cinémathèque Afrique ont organisé la 4e édition des African Cinema Days à Paris. 3 jours durant lesquels le public est venu découvrir ou redécouvrir le cinéma africain sous un beau soleil printanier. Je connaissais l'association Cinéwax et j'aime beaucoup ce qu'ils proposent, le fait de promouvoir le cinéma africain, de le mettre en valeur et surtout de diffuser des films qui ne sont pas forcément connus de tous. Cette année, la Côte d'Ivoire était à l'honneur avec en ouverture le film culte Bal Poussière. D'autres classiques ont suivi, tous issus du catalogue de la Cinémathèque Afrique, riche de plus de 1800 films du continent, de 1950 à aujourd'hui. Notre objectif, c'est pouvoir permettre l'accessibilité de ces films-là à une population africaine, mais aussi à la diaspora africaine, pour qu'ils puissent se la réapproprier et puissent tout simplement se saisir de ces sujets-là. Pour les enfants aussi, la programmation était au rendez-vous. Ils ont pu profiter des films d'animation ivoiriens Akissi et Aya de Yopougon. J'ai regardé celle avec Aya et celle avec la petite Akissi qui veut un petit frère ou une petite sœur. Et à la fin, elle trouve Boubou, son singe. T'as aimé ? Oui, beaucoup. Autour d'un panel, acteurs, réalisateurs et producteurs se sont réunis pour échanger sur le développement du cinéma ivoirien. Il y a de plus en plus d'organisations, d'institutions qui financent, qui s'intéressent au cinéma ivoirien. Il y a aussi quelques ponts avec la sphère anglophone qui laissent présager de bonnes choses à venir. Plus que des projections, l'événement a offert une véritable plongée dans la culture ivoirienne. Stand de créateurs, show humoristique et DJ set. En clôture, le concert de la star ivoirienne Mayway. Le roi du Zoblazo a fait vibrer le public jusqu'au bout de la nuit. Au total, plus de 600 personnes se sont réunies pour célébrer l'Afrique sur grand écran. Bien plus qu'un marché musical, l'Atlantic Music Expo est un carrefour de talents et un espace d'échange entre les musiques des deux rives de l'Atlantique. Organisé à Praia, la capitale du Cap-Vert, cet événement est devenu incontournable pour les professionnels, tout en offrant des concerts ouverts au grand public.
Cette année, à l'occasion des 50 ans de l'indépendance du pays, l'événement a mis à l'honneur une nouvelle génération d'artistes. Notre pays, c'est la musique. Il est connu dans le monde entier grâce à elle. L'exemple le plus parlant, c'est la grande Cesaria Évora, notre plus grande source d'inspiration. C'est notre richesse. Nous n'avons ni pétrole, ni ressources naturelles, mais la musique vit en chaque Cap-Verdien. Zuleika Barros, elle, vient de Boa Vista, une île rurale encore marquée par la tradition, mais l'artiste revendique un univers très contemporain. Elle se définit comme afrofuturiste. Le morceau Chacun représente ma vie. J'ai eu un parcours difficile, comme beaucoup de Cap-Verdiens. Alors je m'identifie à cette réalité. Nous menons tous une vie de résilience, où chaque jour est une lutte, la lutte pour accéder à l'éducation, à la nourriture, à des soins de santé de base. Et cette réalité est exprimée dans cette chanson, totalement afrofuturiste. Toujours dans une démarche résolument tournée vers l'authenticité, Fatou Diakité, né en Guinée-Bissau, a rejoint le Cap-Vert à l'âge de 5 ans. Sa musique, riche de ses racines, demeure profondément imprégnée de la culture de son pays. Pour moi, le lien entre la Guinée et le Cap-Vert est une véritable force, une puissance qui transforme et unit. Ces deux pays sont au cœur de ma musique. Et je me vois comme la poésie de ces terres. Mon désir est de faire vivre cette connexion à travers mes créations. L'Atlantic Music Expo se prolonge avec le festival Creole Jazz pour le plus grand bonheur des Cap-Verdiens passionnés de musique. L'Organisation maritime internationale a fait un pas important dans la lutte contre le changement climatique. Vendredi, les grandes nations maritimes ont décidé d'imposer une taxe mondiale sur les émissions de dioxyde de carbone des navires, un mécanisme inédit. C'est une réelle avancée pour l'organisation. Celle-ci nous rapproche des premières mesures mondiales obligatoires de décarbonisation, incluant un mécanisme de tarification. Et c'est pourquoi je reste optimiste. Ce mécanisme, qui entrera en vigueur en 2028, imposera une taxe de $100 par tonne de dioxyde de carbone émis par les navires. Il n'est pas facile d'obtenir ces accords. Nous avons été les premiers à parvenir à un accord sur un mécanisme de tarification des émissions au niveau international. C'est pourquoi je continue de dire qu'au lieu de chercher des moyens de tenter de critiquer l'OMI, sous prétexte que nous serions inefficaces, il est bon de rappeler que nous avons justement prouvé notre capacité à réaliser ce que beaucoup estiment impossible pour nous. Les discussions ont aussi permis de définir de nouvelles normes sur les carburants marins. Le secteur maritime, responsable de 3% des émissions mondiales, s'engage ainsi à atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici 2050.